Welcome. Comme vous le savez, le but de cette chaîne est de promouvoir le normannique, une langue scandinave propre à la Normandie. Cela parce que, en s'y installant au Moyen-Âge, les Vikings ont importé leur langue, le norrois. Cette langue a depuis disparu pour laisser place au normand, une langue d'origine latine. Mais quand cela s'est-il passé ? C'est ce que nous allons voir. Nous allons commencer par dessiner une frise chronologique, comme ceci, et nous situer à l'aide de 2 points de repère historiques que vous connaissez peut-être. Le premier, c'est le traité de Saint-Clair-sur-Epte, lors duquel le roi Charles III concède à Rollon, un chef viking, ce qui deviendra plus tard la Normandie. Le second, c'est la conquête de l'Angleterre par un descendant direct de Rollon, celui-ci, vous le connaissez, Guillaume le Conquérant. Les premières traces du norrois en Normandie commencent logiquement par les incursions vikings, dont la première est attestée en 820. Il est peu probable que ces premiers envahisseurs aient immédiatement pris racine en Normandie, mais il y a peu de doute sur le fait qu'ils parlaient leur langue lors de leur pillage. C'est peut-être à partir de 890 et de la naissance de Guillaume Longue-Épée, le fils de Rollon, dont nous avons parlé plus tôt, que commence l'enracinement du norrois en Normandie. En effet, avec toutes les réserves qu'impose toutefois l'utilisation de sources historiographiques datant de cette époque, Guillaume serait né d'une mère française, Popa de Bayeux. Or, ce Guillaume, né donc d'un père scandinave et d'une mère française, en somme symboliquement le premier normand, parlait la langue de son père, le norrois. Et cela, on le sait grâce à un passage du texte du chroniqueur médiéval Dudon de Saint-Quentin, De moribus et actis primorum Normanniae docum, dans lequel ce dernier décrit comment Guillaume envoie son fils Richard en quelque sorte en pension à Bayeux. Puisque les habitants de Rouen usent plus de la langue romane que de la langue dace, et que ceux de Bayeux se servent plus fréquemment de la langue dace que de la langue romane, je veux que mon fils soit le plus vite possible emmené à Bayeux et qu'il soit boton, élevé et formé sous ta responsabilité avec le plus grand soin en langue dace, en l'apprenant définitivement pour discuter plus tard avec les hommes d'origine dace. Bien entendu, le terme dace ne fait pas ici référence à l'antique langue des Balkans, que vous connaissez peut-être, mais bien au norrois, probablement à cause d'une confusion entre les mots das et dan que l'on retrouve ensuite dans danois. L'histoire ne nous dit pas si le fils de Guillaume, le futur Richard Ier, parlait effectivement norrois. Mais nous pouvons en revanche affirmer, avec un degré de certitude non négligeable, que son père et d'autres personnes en Normandie, notamment à Bayeux, le parlaient encore à cette époque. Cet épisode est en réalité la seule preuve directe que la transmission du norrois a persisté, au moins jusqu'en 942, en Normandie. Mais il existe aussi d'autres preuves moins directes que nous allons voir maintenant. La première catégorie de preuves indirectes repose sur les connexions culturelles et politiques entre la Normandie et la Scandinavie. La visite du poète Sigvad Thorarson à la cour du duc Richard II amène par exemple l'historien Loren Brise à supposer l'existence de locuteurs norrois en Normandie jusqu'en 1025, soit 100 ans après Rollon. Et il est vrai que c'est aussi durant cette époque que les ducs normands épousent des femmes portant des noms scandinaves. Ce n'est pas totalement certain en ce qui concerne l'épouse de Guillaume Longue-Épée, Sprota de Bretagne, mais c'est en revanche le cas de Gonor, l'épouse de Richard Ier. Rappelez-vous, ce petit chenapan qui avait été envoyé à Bayeux par son père. J'ai d'ailleurs parlé d'épouse, mais Sprota et Gonor, ainsi que Popa de Bayeux avant elle, étaient en fait des frilas, c'est-à-dire des concubines que les ducs ont épousées d'une façon que l'on pourrait qualifier aujourd'hui de pas très catholique. Ce type de mariage polygame est appelé moredanico, à la manière danoise, et se poursuit jusqu'à la fin du règne de Robert Ier, le père de Guillaume le Conquérant. On a donc là un faisceau d'indices montrant une connexion persistante entre la Normandie et le monde scandinave, ce qui permet d'envisager la possibilité que la langue norroise se soit maintenue jusqu'alors. La deuxième catégorie de preuves indirectes concerne la manière dont sont nommées les personnes et les lieux. Par exemple, vers 1060, il est fait mention d'un certain Richard Aldoup, dont le surnom, Aldoup, est interprété par Guy Chartier comme issu du norrois Halvr Tauvr, que l'on pourrait traduire par « le sourdingue ».
L'étymon est incertain, mais il est intéressant de noter que le père de ce Richard porte lui-même un surnom obscur, Gods, dans lequel on peut voir, comme le fait Guy Chartier, le norrois Godr, c'est-à-dire le bon. L'origine possiblement norroise du surnom Haldoup n'est d'ailleurs pas totalement surprenante, dans la mesure où ce Richard est aussi appelé Thorsten, un prénom à l'origine scandinave certaine. Cette utilisation de deux prénoms, l'un français et l'autre norrois, est fortement attestée jusqu'en 1066. Rollon s'appelait d'ailleurs aussi Robert et sa fille s'appelait Adèle et Gerlock. Cet usage de deux noms n'étant pas courant dans le reste du territoire, il montre probablement une certaine forme de bilinguisme qui a pu perdurer jusqu'à Guillaume le Conquérant. Le dernier indice de ce type se situe en 1224, avec la mention d'une localité du nom de Wheatcliff dans l'Eure. Ce lieu a ensuite perdu ce nom pour prendre celui de Côte-Blanche. Or, Côte-Blanche n'est rien d'autre que la traduction du norrois Wheatcliff. On trouve également deux formes concurrentes en 1120 pour ce qui deviendra le rat de Barfleur. Rat de Cat, une construction française intégrant le nom scandinave Kati, et Kataras, une construction norroise. L'existence de formes concurrentes pour une même localité, chacune étant une traduction de l'autre, permet d'envisager l'hypothèse que la compétence qui permet cette traduction d'une langue à l'autre n'a pas encore totalement disparu à cette époque. Ces indices n'ont bien sûr pas tout à fait le même poids que les preuves directes. Les arguments que nous avons évoqués vont d'ailleurs chronologiquement du plus solide au moins solide et reflètent peut-être la perte progressive de la langue au cours de la période que nous avons abordée. On distingue une première phase, au Xe siècle, où des preuves directes attestent de la présence importante et certaine du norrois. Une deuxième phase, au XIe siècle, où les preuves culturelles indiquent une présence probable du norrois, mais sans doute déclinante. Et une troisième phase, au XIIe siècle, où quelques indices permettent d'envisager l'existence de locuteurs isolés aux compétences peut-être passives. En conclusion, il n'est pas possible de déterminer une date exacte de la disparition du norrois en Normandie. Nous avons vu trois types d'indices, les preuves historiques directes, les preuves culturelles indirectes et les arguments linguistiques qui nous permettent de définir une période allant de 30 ans pour le scénario le moins optimiste à 400 ans pour le scénario le plus optimiste. Les langues ne disparaissant généralement pas de façon soudaine, il est possible que la réalité se situe en fait quelque part entre ces deux scénarios. La variété de norrois qui s'est maintenue en Normandie au cours de cette période a fort probablement subi des changements qui lui sont propres, et qui l'ont éloigné de fait de la variété littéraire que l'on trouve au XIIe et XIIIe siècle en Islande. Nous savons d'ailleurs que la souche de norrois parlée en Normandie était probablement assez éloignée du vieil islandais, mais nous en reparlerons dans une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, l'impact qu'a eu cette langue scandinave et normande sur le paysage linguistique régional n'est pas négligeable. Et c'est cette dimension patrimoniale qui motive le projet certes ambitieux de recréer et faire revivre cette langue qui rattache un peu la Normandie au monde scandinave. Et vous, pensez-vous qu'il soit possible de faire revivre une langue ? Dites-le moi dans les commentaires. Cette chaîne n'étant pas monétisée, la seule chose à faire est de vous abonner si vous souhaitez soutenir ce projet. Et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Tschüss, tack.